Fermez les yeux. Non, pas tout à fait. Laissez-les juste se brouiller, se perdre dans le vague. Respirez lentement, profondément. Sentez l'air emplir vos poumons, puis les quitter dans un soupir silencieux. Le silence, justement, écoutez-le. Il n'est jamais vraiment vide, n'est-ce pas? Il est peuplé de murmures infimes, de craquements lointains, du battement étouffé de votre propre cœur. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, c'est une porte que vous ouvrez, une porte qui donne sur une pièce sombre où quelqu'un vous attend depuis très, très longtemps. Laissez-vous glisser. Laissez ma voix vous guider dans le crépuscule d'une côte bretonne, balayée par les vents, où le temps lui-même semble s'être échoué, lourd et salé comme une épave. Nous allons parler de solitude, de mémoire et de ces reflets qui, parfois, nous regardent avec des yeux qui ne sont pas les nôtres. Maintenant, nous pouvons commencer. Le miroir de la veuve. Julien avait choisi la Bretagne pour son silence. Pas le silence apaisant des campagnes, mais le silence rugueux et mélancolique du Finistère, là où la terre s'effrite dans l'océan. Archiviste de profession, il fuyait le bruit de Paris, le bruit de sa vie qui venait de se briser en 1000 morceaux, le bruit assourdissant d'une absence. Il avait loué pour 3 mois une maison isolée sur une falaise, près d'un village aussi poétique que funeste, Pointe aux larmes. La maison était telle que les photos l'avaient promise, trapue, solide, construite en granit sombre, comme si elle avait poussé à même la roche. Ses fenêtres, petites et rares, ressemblaient à des yeux méfiants scrutant l'horizon infini de la Manche. On l'appelait la maison de la falaise, un nom sans imagination, mais qui disait tout de son caractère, seul, immuable, battu par les éléments. Les premiers jours furent un baume. Julien passait ses matinées à trier les archives d'une vieille famille locale, un travail méticuleux qui occupait ses mains et son esprit. Les après-midi, il marchait le long du sentier côtier, le visage fouetté par la brune salée. Le cri des goélands était sa seule musique, le ressac incessant son métronome. L'odeur de la maison était un mélange de pierres humides, de feux de bois éteints et d'iode, une odeur de temps arrêté. La propriétaire, une vieille femme du village qui communiquait uniquement par courriel laconique, avait laissé tout le mobilier d'origine. Des meubles en chêne sombre, lourds, polis par des générations de mains, des fauteuils au velours usé, des lampes à la lumière jaune et faible. Et puis, il y avait le miroir. Il se trouvait dans la chambre principale, à l'étage, un immense miroir psyché monté sur un cadre en bois noirci, presque sculptural. Le verre était ancien, légèrement piqué par endroits, ondulant par vagues presque imperceptibles. Il ne renvoyait pas une image parfaite, mais une version subtilement déformée de la réalité, comme un souvenir qui s'estompe. Il était placé face au lit et de biais par rapport à l'unique fenêtre qui donnait sur la mer. Ainsi, allongé, on pouvait voir à la fois son propre reflet et un fragment du ciel gris de Bretagne. Julien, au début, n'y prêta guère attention. Il était un objet, magnifique certes, mais un objet. Il s'habillait devant, nouait distraitement son écharpe en y jetant un œil, mais sans jamais vraiment s'y voir. Il ne cherchait pas son propre regard, il avait peur de ce qu'il pourrait y lire. La première étrangeté fut discrète, si discrète qu'elle aurait pu n'être qu'une illusion, un tour de passe-passe de la fatigue.
Un soir, alors qu'il se brossait les dents dans la salle de bain attenante, il jeta un coup d'œil machinal vers la chambre. Dans le reflet du miroir, il crut voir la chaise en paille qui se trouvait près de la fenêtre, légèrement décalée vers la gauche. Il s'arrêta, le cœur battant un peu plus vite. Il se pencha dans l'encadrement de la porte. Non, la chaise était à sa place habituelle, là où il l'avait laissée. Il secoua la tête, attribuant cette vision à la lumière déclinante et au verre imparfait du miroir. Une simple distorsion, rien de plus. Quelques jours plus tard, alors qu'il était plongé dans la lecture d'un vieux registre paroissial, un son le fit sursauter, un murmure, un souffle doux, presque un soupir, qui semblait venir de l'étage. Il retint sa respiration. Le silence retomba, seulement troublé par le gémissement du vent dans la cheminée. Il monta lentement les escaliers de bois qui craquaient sous son poids. La chambre était vide, baignée dans la lumière blafarde de l'après-midi. Le miroir trônait, silencieux, reflétant le lit défait et le ciel tourmenté. Il se sentit stupide. C'était une vieille maison. Les vieilles maisons vivent, respirent, soupirent. Il fallait s'y habituer. Pourtant, une graine de malaise avait été plantée. Il commença à observer le miroir plus attentivement. Il remarqua des détails qu'il avait ignorés. La finesse des sculptures du cadre représentant des algues et des coquillages entrelacés. La profondeur sombre du verre qui semblait absorber la lumière plus qu'il ne la renvoyait. Il avait l'impression que le miroir était le véritable cœur de la maison, un œil froid et patient qui veillait sur tout. La bascule se fit une nuit de tempête. La mer se déchaînait contre les rochers en contrebas et la pluie crépitait furieusement contre la petite fenêtre de la chambre. Julien, incapable de dormir, lisait à la lueur d'une lampe de chevet. Il leva les yeux de son livre et son regard croisa son propre reflet dans le miroir. Et là, il vit l'impossible. Derrière son image, le reste de la pièce reflétait était calme, trop calme. Le vent hurlait à l'extérieur, les volets claquaient, mais dans le miroir, la branche du lilas mort, juste devant la fenêtre, était parfaitement immobile. Le rideau de dentelle ne frémissait pas. C'était comme si le miroir reflétait la même pièce, mais à un autre moment, un moment de calme plat, peut-être un après-midi d'été lointain. Il se redressa sur ses coudes, le souffle court. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il fixa le reflet. Son propre reflet le fixait en retour, l'air aussi terrifié que lui. Mais l'arrière-plan, la chambre dans le miroir, restait figée dans ce silence irréel. Lentement, il tourna la tête pour regarder la vraie fenêtre. La branche était secouée de spasmes violents, comme un bras décharné cherchant à entrer. Il se retourna vers le miroir. La branche y était toujours immobile. La peur qui le saisit n'était pas une peur panique, c'était une peur froide, insidieuse, qui s'infiltrait dans ses veines comme un poison. Ce n'était pas une hallucination, c'était une rupture, une fissure dans le tissu de la réalité. Le miroir ne se contentait pas de refléter, il se souvenait. Dès le lendemain, son travail d'archiviste prit une nouvelle direction. Il délaissa les registres de la famille pour laquelle il était venu et se plongea dans l'histoire de la maison. Auprès du cadastre au village, il apprit qu'elle appartenait depuis plus d'un siècle à la même lignée de femmes. La dernière occupante, morte 20 ans plus tôt, s'appelait Adèle. C'était une veuve. Son mari, marin-pêcheur, avait été emporté par une vague scélérate lors de la grande tempête de 1978.
Son corps n'avait jamais été retrouvé. Les vieilles du village, d'abord réticentes, finirent par lui raconter. Adèle n'avait jamais quitté la maison après le drame. Elle passait ses journées, disait-on, assise dans sa chambre à regarder la mer, attendant un retour impossible. Elle s'était lentement éteinte, consumée par le chagrin et la solitude, le regard perdu dans l'horizon gris. Une femme avait précisé, presque en chuchotant, elle parlait tout le temps à son grand miroir. Elle disait qu'il était le seul à se souvenir de lui comme il faut. Cette phrase glaça Julien. Le miroir. Il se souvenait. De retour à la maison, il se sentit comme un intrus. Chaque craquement du plancher, chaque courant d'air semblait être un reproche. Il monta à l'étage avec une appréhension nouvelle. Le miroir était là, impérial et indifférent. Il s'approcha, le cœur au bord des lèvres, et osa regarder à nouveau. Au début, rien. Juste son visage pâle, ses yeux cernés, la chambre vide derrière lui. Il resta là, immobile, pendant de longues minutes. Et puis, il le vit. Ce n'était pas une apparition franche, mais une impression, une superposition fantomatique, comme une double exposition sur une vieille pellicule. Dans le reflet, assise sur la chaise de paille près de la fenêtre, la chaise qui, dans la réalité, était vide, se tenait la silhouette diaphane d'une femme. Elle était de dos. Une femme aux cheveux gris, nouée en un chignon sévère, vêtue d'une simple robe noire. Elle ne bougeait pas, elle regardait par la fenêtre, elle regardait la mer. Julien fit un pas en arrière, manquant de trébucher. Il ne cria pas, le son était mort dans sa gorge. Il pouvait voir à travers elle, il voyait la silhouette et derrière elle le mur de pierre de la chambre. C'était un écho, un souvenir imprégné dans le verre, la trace laissée par décennies de chagrin et d'attente. Adèle. Les jours suivants furent un supplice. Il évitait la chambre autant que possible, dormant sur le canapé inconfortable du salon. Mais la maison semblait s'être refermée sur lui. Il entendait des bruits de pas feutrés à l'étage. Parfois, en passant devant la porte de la chambre, il sentait un courant d'air glacial, chargé d'une odeur de lavande et de naphtaline, l'odeur d'une vieille femme. Il aurait dû partir. N'importe qui de sensé aurait fait ses valises et fui cette maison hantée par le deuil. Mais Julien était paralysé. Une part de lui, la part rationnelle de l'archiviste, était fascinée par ce phénomène impossible. L'autre part, la part blessée par sa propre perte, ressentait une étrange, une terrible empathie pour cette femme prisonnière de son miroir. Sa solitude faisait écho à la sienne. Il décida d'affronter sa peur. Il voulait comprendre. Une nuit sans lune, il monta dans la chambre, une simple bougie à la main. Le courant avait sauté, comme souvent dans la région par grand vent. La flamme vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs, rendant la pièce à la fois intime et menaçante. Il posa la bougie sur la commode et s'avança vers le miroir. Son reflet était un masque de clair-obscur. Derrière lui, la silhouette d'Adèle était là, plus nette que jamais. Elle était toujours de dos, immuable sentinelle de la mémoire. Julien s'approcha encore, si près que son souffle créa une buée sur le verre froid. Il murmura, sa propre voix lui semblant venir d'ailleurs. « Qu'est-ce que vous attendez ?» Il n'y eut pas de réponse, seul le sifflement du vent. Mais dans le miroir, quelque chose changea. Lentement, d'une lenteur atroce, la tête de la silhouette se tourna, pas vers lui, vers son propre reflet à lui. Comme si elle le regardait, lui,
Julien, à travers le miroir. Il ne pouvait pas voir son visage, qui restait dans l'ombre, mais il sentit son regard peser sur lui, un regard chargé de tous les hivers de sa solitude. Puis, il vit la chose qui brisa les dernières digues de sa raison. Son propre reflet, celui qui lui faisait face, esquissa un sourire lent, triste et terriblement las, un sourire qui n'était pas le sien. Ses lèvres ne bougeaient pas. Il porta une main tremblante à sa bouche. Dans la réalité, sa main toucha sa peau. Dans le miroir, la main de son reflet s'arrêta à quelques centimètres de son visage, comme si elle touchait une vitre invisible de l'intérieur. La panique, cette fois, fut totale, pure, animale. Il recula en hurlant, renversa une chaise et dévala les escaliers dans le noir, se cognant contre les murs. Il s'enferma à double tour dans le salon, le dos plaqué contre la porte, haletant, en sueur malgré le froid. Il resta là toute la nuit, à écouter le vent, la mer et le silence pesant de l'étage. Un silence qui, il le savait maintenant, n'était pas vide. Au petit matin, épuisé, il prit sa décision. Il allait partir. Il remonta dans la chambre, évitant de regarder le miroir, et commença à jeter ses affaires dans son sac. Il agissait avec une précipitation fiévreuse. Il voulait juste être loin, loin de cette côte, de cette maison, de ce reflet qui n'était plus tout à fait le sien. Alors qu'il fermait sa valise, son regard fut attiré malgré lui une dernière fois par le miroir. La silhouette d'Adèle n'était plus là. La chaise, dans le reflet, était vide. Un soulagement immense le parcourut. C'était fini. C'était peut-être dans sa tête, le stress, la solitude. Il se redressa et, pour se rassurer, pour se prouver que tout était normal, il fit face au miroir. Il se regarda droit dans les yeux. Son reflet le regarda en retour. L'expression était la sienne. Le visage était le sien. Tout était normal. Et c'est là que l'horreur absolue le frappa. Une horreur silencieuse, définitive. Ce n'était pas dans ce qu'il voyait, mais dans ce qu'il ne voyait pas. Derrière son reflet, la chambre était parfaitement normale. Le lit défait, la valise sur le sol. Mais la fenêtre ne reflétait pas la mer déchaînée sous un ciel de plomb. Elle reflétait un paysage urbain, des toits d'immeubles, une rue grise, le reflet de son appartement parisien. Il resta figé, le sang transformé en glace. Le miroir ne se souvenait plus du passé. Il montrait son futur. Un futur où il serait rentré, mais où quelque chose de la maison, quelque chose d'Adèle serait rentré avec lui. Il comprit alors la véritable nature de la malédiction. Le miroir n'était pas une prison. C'était une porte, et il l'avait ouverte. Adèle n'était pas piégée dans le miroir. Elle attendait simplement que quelqu'un d'assez seul, d'assez brisé, vienne prendre sa place, vienne regarder la mer à sa place, pour qu'elle puisse enfin partir. Il sentit un poids immense s'abattre sur ses épaules, une lassitude qui n'était pas la sienne, une tristesse océanique. Il se retourna vers la vraie fenêtre. Il regarda la mer, et pour la première fois, il ne la vit pas comme une menace ou un paysage, mais comme une attente, une promesse vide. Il se sentit soudain très fatigué. Il avait envie de s'asseoir sur cette chaise en paille, juste un instant, pour regarder les vagues, attendre. Attendre quoi? Il ne le savait plus. Il a quitté la maison ce jour-là. Il n'a jamais regardé en arrière. Il est rentré à Paris, a repris son travail, a tenté de reprendre le cours de sa vie.
mais le sel de Pointe aux larmes ne l'a jamais vraiment quitté. Et maintenant, c'est à votre tour. L'histoire est terminée. Vous pouvez rouvrir complètement les yeux. Regardez autour de vous, la pièce où vous vous trouvez, les ombres dans les coins, le noir d'une fenêtre ou d'un écran éteint. Chaque surface polie est un miroir en puissance, ne l'oubliez pas. Avant de vous endormir ce soir, quand vous vous brosserez les dents, jetez un œil par-dessus votre épaule, dans le reflet du miroir de votre salle de bain, juste pour être sûr que l'arrière-plan est bien le bon, pour être sûr que votre reflet est bien seul. Et si, un jour, dans le silence de votre appartement, vous entendez un murmure qui ressemble au bruit des vagues, ne vous retournez pas. Surtout, ne vous retournez pas, car il y a des solitudes si profondes qu'elles cherchent toujours quelqu'un avec qui être partagées. Et la porte, maintenant, elle est ouverte. La chambre d'écho. Julien n'avait jamais connu un silence aussi total. Il était ingénieur du son, un traqueur de bruit, un sculpteur d'atmosphère. Pour lui, le silence absolu était un mythe, une impossibilité physique que son équipement de pointe s'évertuait à lui prouver chaque jour. Pourtant, ici, dans cette vieille maison de granit posée au bord d'une falaise en Bretagne, le silence était une chose tangible, une chose lourde, presque liquide, qui remplissait chaque recoin de la demeure comme l'eau remplit une épave. La maison, baptisée Caire en Avel, la maison du vent par les locaux, était un héritage lointain et inattendu. Un grand-oncle dont il avait à peine connu le visage lui avait légué cette bâtisse austère battue par les embruns de la mer d'Iroise. Pour Julien, citadin épuisé par le vacarme incessant de Montréal et le fantôme d'une relation qui s'était achevée dans un fracas de portes claquées et de mots irréparables, c'était une aubaine. Il était venu ici pour travailler sur son projet le plus ambitieux, les archives du vide, une composition faite uniquement des silences enregistrés dans des lieux chargés d'histoire. Caire en Avel serait sa pièce maîtresse. Les premiers jours furent une lune de miel avec la solitude. Il passait ses matinées à arpenter les sentiers côtiers, le visage fouetté par un vent salé qui semblait vouloir effacer les souvenirs. L'odeur de l'iode, du goémon et de la pierre humide imprégnaient tout. Les après-midi, il les consacrait à l'installation de son matériel dans le grand salon du rez-de-chaussée. Des micros à condensateur, sensibles au moindre souffle, des préamplis, une console de mixage et son casque de monitoring, sa deuxième paire d'oreilles. La maison était un labyrinthe de pièces froides aux meubles sombres recouverts de draps blancs. Chaque parquet craquait sous ses pas avec une plainte unique, une signature acoustique qu'il se plaisait à identifier. Il y avait le grincement long et mélancolique de la troisième marche de l'escalier, le craquement sec du plancher devant la cheminée, le léger cliquetis de la poignée de la porte de la cuisine. C'était une symphonie de décrépitude qu'il trouvait étrangement réconfortante. Le soir du 4e jour, il décida de faire son premier enregistrement. La nuit était tombée, une nuit sans lune, si noire que la mer et le ciel se confondaient en une seule entité d'encre. Il s'installa dans son fauteuil, plaça le casque sur ses oreilles et lança l'enregistrement. Il ferma les yeux, se concentrant sur le paysage sonore que les micros captaient. Le vent d'abord, une basse continue et puissante qui faisait vibrer les vitres. Le ressac des vagues, métronome chaotique s'écrasant contre les rochers en contrebas. Et puis, rien. Un silence si profond qu'il pouvait entendre le battement de son propre cœur, le sifflement de son système nerveux.
C'était parfait. C'était exactement ce qu'il était venu chercher. Il laissa la bande tourner pendant 1 heure, s'imprégnant de ce vide sonore, avant d'arrêter et de se préparer à dormir, satisfait. C'est en écoutant la prise le lendemain matin que le premier frisson d'étrangeté le parcourut. Il rembobina la bande et lança la lecture, le volume poussé au maximum. Le vent, les vagues, son propre pouls, tout était là. Mais à la 27e minute, un son infime, presque inaudible, se fit entendre. Un son qui n'avait rien à faire là. C'était un murmure de femme, si faible qu'il était impossible de distinguer les mots. C'était une cadence, une berceuse peut-être, douce et triste. Julien fronça les sourcils. Il isola la fréquence, la nettoya des bruits parasites. Le murmure était bien là, indéniablement. Une interférence radio? Possible, mais peu probable avec son matériel blindé. Une voisine? La maison la plus proche était à plus d'1 kilomètre. Il passa le reste de la journée à vérifier son installation, à chercher une explication logique. En vain. Le soir venu, il attribua le son à la fatigue, à l'autosuggestion. Son cerveau, affamé de stimuli, avait peut-être simplement inventé une voix humaine dans le bruit blanc du vent. La nuit suivante, il installa un 2e micro dans la chambre, à l'étage, juste au-dessus du salon. Il voulait comparer les 2 sources, trianguler le moindre son parasite. De nouveau, il s'installa, lança l'enregistrement et s'abandonna au silence. Cette fois, il ne se contenta pas d'écouter le silence de la maison, il l'écouta à travers lui. Et c'est là qu'il commença à sentir, pas entendre, sentir. Une sorte de vibration dans l'air, une pression sur ses tympans, comme avant un orage. La maison ne se contentait pas d'être silencieuse, elle retenait son souffle. Le lendemain, l'analyse des bandes fut encore plus déconcertante. Le murmure de la veille n'était plus là. À la place, capté par le micro de l'étage, il y avait un autre son. Un bruit de chaise qu'on traîne sur un plancher de bois. Un son unique, bref, suivi d'un long silence. Puis, capté cette fois par le micro du salon, le bruit léger d'une cuillère heurtant le bord d'une tasse en porcelaine. Julien sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Ces bruits étaient d'une clarté parfaite, mais ténue, comme s'ils provenaient d'une très grande distance ou d'un autre temps. Il connaissait le son. C'était le son d'une présence humaine, d'une routine domestique. Mais il était seul, absolument, irrémédiablement seul. Les jours suivants, le phénomène s'intensifia. Ce n'était plus seulement la nuit. Parfois, en plein après-midi, alors qu'il lisait dans le salon, il entendait à l'étage le bruit fugace d'un pas. Ou, depuis la cuisine, le son étouffé d'une porte de placard qui se referme. Chaque fois qu'il montait vérifier, il ne trouvait rien. Pas une trace de poussière dérangée, pas une porte entr'ouverte. Juste le silence, lourd et moqueur. Il commença à douter de sa propre raison. L'isolement, le deuil de sa relation, le stress de son projet, tout cela pouvait-il lui jouer des tours? Il tenta de se raisonner. Ce n'était que les bruits d'une vieille maison qui travaille, le bois qui se contracte, le vent qui s'engouffre dans la cheminée. Mais son oreille d'expert ne pouvait être trompée. Les sons qu'il entendait étaient organiques, intentionnels. Ils avaient une histoire. Une semaine après son arrivée, l'horreur prit une tournure bien plus personnelle. Il effectuait un enregistrement de nuit comme à son habitude. Il s'était assoupi dans son fauteuil, le casque sur les oreilles. Un son plus fort que les autres le tira de son sommeil. Il ouvrit les yeux dans le noir complet et il l'entendit. C'était la voix de Léa. « Tu n'écoutes jamais, Julien, tu n'entends que ce que tu veux t'entendre. »
La phrase était nette, précise, chargée de la même colère lasse que lors de leur dernière dispute. C'était sa voix, son intonation, son souffle. Un enregistrement parfait, sauf qu'il ne l'avait jamais enregistrée. Cette phrase, elle la lui avait jetée au visage dans leur appartement de Montréal, à des milliers de kilomètres de là, des mois plus tôt. Julien arracha son casque, le cœur battant à tout rompre. Le silence du salon lui sauta à la gorge. Il tremblait. Comment était-ce possible? La maison pouvait-elle lire dans ses pensées, dans ses souvenirs? L'idée était si monstrueuse, si absurde, qu'il faillit en rire. Mais la peur était plus forte. Il passa la bande en revue, seconde par seconde. La phrase était là, nichée entre deux rafales de vent. Un écho de son passé, rejoué pour lui dans le théâtre de cette maison bretonne. À partir de ce moment, la maison devint son ennemi. Elle n'était plus un simple lieu, mais une entité consciente et malveillante qui fouillait dans son âme pour en extraire les sons les plus douloureux. Il entendit le rire de sa mère, décédée 10 ans plus tôt, un rire cristallin qui le laissa en larmes. Il entendit ses propres pleurs d'enfant après une chute de vélo. Il entendit le premier « je t'aime » qu'il avait murmuré à Léa un soir d'été. Un son si intime et si fragile qu'il eut l'impression qu'on profanait son sanctuaire le plus secret. La maison ne se contentait pas de rejouer les sons, elle les collectionnait. C'était une chambre d'écho mémoriel, un magnétophone de pierre et de bois qui enregistrait non pas les vibrations de l'air, mais celles de la vie, de la douleur, de la joie. Poussé par un mélange de terreur et de fascination professionnelle, Julien décida de trouver la source, le cœur de l'écho. Il explora la maison de fond en comble, tapotant les murs, sondant les planchers. Son instinct le guida vers le grenier, une pièce qu'il n'avait pas encore osé explorer, fermée par une petite porte basse et trapue. La serrure était rouillée, mais elle céda sous la pression de son épaule. Une odeur de poussière et de temps immobile l'accueillit. Le grenier était vide, complètement vide. Pas de meubles, pas de boîte, rien. Juste un plancher nu sous une charpente massive et au fond, une unique petite lucarne qui donnait sur la mer déchaînée. Mais l'acoustique était anormale. Le son de ses propres pas était mat, absorbé par l'espace. Le silence ici était encore plus profond, plus dense que dans le reste de la maison. C'était le point zéro, le diaphragme du micro. C'est là, dans un coin sombre, qu'il trouva une vieille malle en bois. À l'intérieur, pas de trésor, mais une pile de journaux intimes reliés en cuir, dont les pages étaient couvertes d'une écriture fine et appliquée. C'était le journal d'une certaine Yvette, la grand-tante de son grand-oncle, qui avait vécu seule dans cette maison pendant près de 50 ans après avoir perdu son mari et son fils en mer. Julien s'assit sur le plancher froid et commença à lire à la lueur de sa lampe de poche. Les premières pages décrivaient un deuil insondable. Puis, lentement, le ton changea. Yvette ne parlait plus de son chagrin, mais des chuchotements de la maison. 12 octobre 1958. Aujourd'hui, j'ai entendu le rire de mon petit Jean. Ce n'était pas dans ma tête, c'était dans les murs. Un petit rire bref, près de la cheminée, là où il aimait tant jouer. La maison se souvient de lui pour moi. 3 mars 1965. La voix de mon époux, Pierre, m'est revenue cette nuit. Il me disait de ne pas m'inquiéter pour le bateau. C'était la dernière chose qu'il m'ait dite avant de partir.
Le son était si clair. Parfois, j'ai l'impression que les murs sont faits de nos souvenirs. Je ne suis pas seul. 21 juin 1982. Je vieillis. Mes propres souvenirs s'effacent. Mais la maison, elle, n'oublie rien. Elle est ma mémoire. Je lui confie mes journées, mes silences, mes larmes. Et en retour, elle me rend ceux que j'ai perdus. Nous sommes liés. Je suis la gardienne de ses échos, et elle est la gardienne des miens. Julien referma le journal, le souffle coupé. Il comprenait maintenant. La maison n'était pas hantée, elle était imprégnée. C'était un réceptacle. Yvette n'était pas devenue folle. Elle avait trouvé un moyen de communier avec son chagrin, de transformer la maison en un mausolée sonore. Et lui, avec ses micros ultra-sensibles, il n'avait fait qu'amplifier le phénomène, réveiller les strates de sons endormis. Une idée folle et dangereuse germa dans son esprit. Il devait enregistrer le son de cette pièce, le silence premier. Il installa son meilleur micro au centre du grenier. Il brancha ses câbles, descendit dans le salon et s'installa devant sa console. Cette fois, il ne se contenterait pas d'enregistrer. Il allait écouter en direct, avec le casque, le volume poussé à son paroxysme. Il voulait entendre le cœur de la maison pâtre. Il enfila le casque. Le silence fut total, assourdissant. Un vide si parfait qu'il lui donnait le vertige. Il attendit 1 minute, 10 minutes, 1 heure, rien. Juste le silence pur, vierge de tout écho. Il fut presque déçu. Peut-être que sa présence, son intention inhibait le phénomène. Et puis, ça commença. Pas un son du passé, un son du présent. Le son de sa propre respiration dans le casque, parfaitement synchronisé avec la sienne. Puis, le son du tissu de sa manche frottant contre le bois du fauteuil. Le son du sang pulsant dans ses oreilles. Le micro ne captait plus le silence du grenier, il captait lui. Une panique glaciale s'empara de lui. Il voulut retirer le casque, mais ses mains étaient paralysées. Le son de sa respiration dans ses oreilles commença à changer. Il se fit plus lent, plus rauque, la respiration d'un homme beaucoup plus âgé. Puis, il entendit un toussautement sec, un raclement de gorge qu'il ne connaissait pas. Ensuite, les autres sons revinrent, mais tous en même temps, dans une cacophonie démente. Le murmure de la berceuse, le rire de l'enfant d'Yvette, les pas, la vaisselle, les vagues d'une tempête de 1962, la voix de Léa qui se brisait en sanglots, le rire de sa mère, tout cela fusionnait en un maelstrom sonore insoutenable, une symphonie de toutes les vies et de toutes les peines que la maison avait absorbées. Et au milieu de ce chaos, une nouvelle voix émergea, une voix qu'il n'avait jamais entendue, un murmure d'homme, vieux, fatigué, qui disait une seule chose, encore et encore, un seul mot, son nom, Julien, Julien, Julien. La voix n'était pas seulement dans le casque, elle était dans sa tête, elle était sa pensée. Il hurla et arracha le casque de ses oreilles. Le silence, un silence absolu, pas le silence riche et vibrant qu'il avait enregistré au début, un silence de mort, un silence vide, stérile. Il tendit l'oreille. Le vent ne soufflait plus, les vagues ne s'écrasaient plus, le parquet ne craquait plus. La maison était devenue complètement muette.
Il se leva, chancelant. Il appela, sa voix semblant être avalée par l'air. Pas d'écho, rien. Il monta à l'étage en courant. Il entra dans le grenier. Le micro était toujours là, mais l'air semblait fin, vidé de sa substance. Il comprit alors son erreur. La maison ne se contentait pas de rejouer les sons. Elle les absorbait, elle s'en nourrissait. En poussant son équipement à l'extrême, en se connectant si intimement à elle, il lui avait offert un nouveau son, un son frais, le son de sa propre vie, de ses souvenirs, de sa peur. Il venait d'être enregistré, archivé. Il faisait désormais partie de la collection. Il est toujours là-bas, à Kéranavel. Il ne parle plus. À quoi bon? Les mots se perdent avant même de franchir ses lèvres. Il passe ses journées assis dans le salon, à écouter. Mais il n'entend plus rien. Ni le vent, ni la mer, ni même les battements de son propre cœur. La maison a tout pris. Elle a bu chaque son, ne lui laissant qu'un silence blanc et infini. Parfois, il croit entendre un murmure lointain, une bribe de sa propre vie, un écho de lui-même, déjà figé dans le passé. Il est devenu un fantôme dans sa propre existence, un silence parmi les silences. Et maintenant, vous. L'histoire est terminée. Vous pouvez rouvrir les yeux, mais restez silencieux encore un instant, juste un instant. Écoutez bien, très attentivement. Ce léger craquement que vous venez d'entendre, il ne vient pas de l'histoire, c'était chez vous. Ce courant d'air froid sur votre nuque, ce n'est pas votre imagination. Les murs ont des oreilles, dit-on. C'est faux. Les murs ont une mémoire. Et le silence a faim. Chaque mot que vous prononcez, chaque larme que vous versez, chaque soupir de fatigue, où croyez-vous que tout cela s'en va? Ça ne disparaît pas, ça s'imprègne, ça attend. Alors, avant de vous endormir ce soir, dans le calme de votre chambre, tendez l'oreille, écoutez le silence et demandez-vous, depuis combien de temps, lui, vous écoute-t-il? Le murmure des marées. Léa n'avait jamais été une femme de la mer. Parisienne de naissance et de cœur, son univers était fait de bitume gris, de klaxons impatients et du murmure feutré des musées. Le violoncelle, son compagnon de toujours, son confident, chantait avec les inflexions de la ville. Des plaintes longues et mélancolieuses, des éclats passionnés, des silences tendus comme des fils électriques entre deux toits. Mais la ville, à la longue, l'avait vidé. La musique s'était tarie, laissant un vide assourdissant. C'est ce silence qu'elle était venue fuir, ironiquement, en acceptant l'héritage inattendu de sa grand-tante, Adèle, une femme qu'elle n'avait connue qu'à travers quelques photographies sépia et des cartes postales laconiques. La maison se dressait au bout d'une presqu'île du Finistère, un doigt de granit pointé vers l'immensité de l'Atlantique. Elle s'appelait Kéranavel, la maison du vent, un nom qui n'était pas un mensonge. Le vent était là, partout, une présence invisible et constante. Il gémissait le long des ardoises du toit, il sifflait dans les interstices des vieilles fenêtres en bois. Il transportait avec lui l'odeur entêtante du sel, des algues et de la roche humide. En arrivant, Léa avait été saisie par la beauté brute et austère du paysage. Des falaises déchiquetées plongeaient dans une eau d'un vert si profond qu'il en devenait presque noir.
Le ciel, immense, changeait de couleur à chaque instant, passant du bleu pâle au gris menaçant en l'espace d'une respiration. La maison elle-même semblait avoir poussé là, comme une excroissance de la falaise. Ses murs de granit étaient couverts de lichens jaunes et verts, ses volets d'un bleu écaillé par des décennies d'embrun. Elle était seule, la dernière sentinelle avant l'océan. Le village le plus proche, une poignée de maisons recroquevillées autour d'une chapelle, se trouvait à 2 kilomètres à l'intérieur des terres. Les premiers jours furent une lune de miel avec la solitude. Léa déballait ses affaires lentement, redécouvrant le plaisir des gestes simples. Elle marchait des heures sur le sentier côtier, le vent fouettant son visage, ses poumons se remplissant d'un air si pur qu'il en piquait la gorge. Elle installa son violoncelle dans le salon, face à la grande baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur les caprices de l'océan. La lumière était incroyable, douce et diffuse, parfaite pour lire, pour penser, pour se reconstruire. Et puis, il y avait le son omniprésent de la mer. Au début, elle le trouva apaisant. C'était une pulsation primordiale, le rythme cardiaque de la planète. Le fracas des vagues contre les rochers en contrebas, le clapotis plus doux de la marée montante sur la petite crique de galets, le sifflement de l'écume qui se retirait. C'était une symphonie naturelle qui remplissait le silence qu'elle avait tant redouté. La nuit, elle s'endormait bercée par ce grondement lointain, un chant de titan qui la protégeait des fantômes de sa vie passée. La maison était un labyrinthe de petites pièces froides, chargées de l'odeur de la cire d'abeille et du feu de bois éteint depuis longtemps. Les meubles étaient sombres, robustes, bretons. Au premier étage, dans une commode en chêne, elle trouva les journaux de sa grand-tante Adèle. Des dizaines de carnets reliés en cuir, remplis d'une écriture fine et serrée. Léa hésita, se sentant comme une intruse. Mais la solitude est une curieuse compagne. Elle s'installa dans un fauteuil usé, un plaid sur les genoux, et commença sa lecture. Les écrits d'Adèle étaient poétiques, presque mystiques. Elle ne parlait pas des gens ni des événements du quotidien. Elle parlait de la maison, du vent et surtout de la mer. 12 octobre. La mer est haute ce soir. La maison l'écoute. Ses murs de pierre boivent sa voix et elle me la murmure quand le silence se fait trop lourd. Ker-Havel ne connaît pas le silence. Elle connaît seulement la musique de l'eau. Léa sourit, touchée par cette vision du monde. Elle comprenait ce que sa grand-tante voulait dire. La présence de l'océan était si puissante qu'elle imprégnait chaque chose. C'est environ une semaine après son arrivée que la perception de Léa commença à se déformer, si subtilement qu'elle mit du temps à s'en rendre compte. Le son de la mer n'était plus simplement un bruit de fond. Il semblait s'organiser. Par moments, au cœur du chaos des vagues, elle croyait percevoir une sorte de cadence, une pulsation plus régulière. Puis, un peu plus tard, une modulation, une inflexion qui n'avait rien de naturel. Un soir, alors qu'elle préparait un dîner frugal, elle l'entendit pour la première fois de manière distincte. La marée était haute et les vagues frappaient la base de la falaise avec une force inhabituelle. Au milieu de ce vacarme, elle perçut autre chose. Un son grave, long, presque vocal. Un murmure. Pas un murmure fait de mots, mais une sorte de plainte, une vibration basse qui semblait venir non pas de l'extérieur, mais des murs même de la maison. Elle éteignit la radio, retint sa respiration. Le son était là, indéniable. Il ondulait, enflait et diminuait au rythme du ressac,
comme si la maison était un gigantesque coquillage qui lui rapportait un écho déformé et mélancolique de l'océan. Le phénomène dura une dizaine de minutes, puis s'estompa avec le jusant. Léa se sentit stupide. C'était le vent ou la pression de l'eau sur les fondations. Une vieille maison comme celle-ci devait être pleine de bruits étranges. Elle tenta de se rassurer, mais une graine d'inquiétude venait d'être plantée dans son esprit. Les jours suivants, elle devint obsédée par ce son. Elle guettait les marées hautes, le cœur battant, l'oreille collée au mur froid du salon. Le murmure revenait, pas à chaque fois, mais assez souvent pour confirmer qu'il n'était pas le fruit de son imagination. Il changeait aussi. Parfois, il ressemblait à un chœur lointain et dissonant. D'autres fois, à une seule voix qui sanglotait, un son si chargé de chagrin qui lui donnait la chair de poule. Elle retourna aux journaux d'Adèle, cherchant une explication. Elle la trouva dans un carnet datant de 20 ans plus tôt. 3 novembre, grande marée aujourd'hui, le chant est puissant. Il vient des profondeurs, pas seulement de l'océan, mais des profondeurs de la terre. La maison est une oreille posée sur la bouche du temps. Parfois, j'ai l'impression de comprendre des mots, des noms, des regrets. Il ne faut pas écouter trop attentivement, surtout ne jamais descendre quand elle chante. La chambre de l'estran n'est pas pour nous. Elle appartient à la mémoire de l'eau. La chambre de l'estran. Léa sentit un frisson parcourir son échine. Elle avait remarqué une porte basse et épaisse dans le couloir du rez-de-chaussée, près de la cuisine. Une porte en chêne massif, barrée par un lourd verrou rouillé. Elle n'avait pas de clé et Léa avait supposé qu'elle menait à une cave quelconque, humide et sans intérêt. Maintenant, cette porte prenait une toute autre dimension. La curiosité, ce moteur si puissant et si dangereux, commença à la ronger. Elle essaya de jouer de son violoncelle pour couvrir le murmure, pour imposer sa propre musique à la maison. Mais ce fut pire. L'instrument semblait entrer en résonance avec la vibration des murs. Les notes qu'elle jouait se tordaient, devenaient fausses, et le murmure semblait lui répondre, s'insinuant dans les harmonies, les corrompant. Un jour, alors qu'elle jouait une suite de Bach, elle eut l'impression distincte que le murmure fredonnait la mélodie avec elle, mais avec un décalage infime, juste assez pour transformer la beauté en une cacophonie angoissante. Elle recausa son archet, tremblante, et n'osa plus toucher à son instrument. L'isolement devenait pesant. Les quelques habitants du village qu'elle croisait lors de ses rares courses la saluaient d'un signe de tête distant, leurs yeux se détournant rapidement. Ils savaient, elle en était persuadée. Ils connaissaient la nature de Ker-Havel. Un jour, elle tenta d'aborder le sujet avec la vieille épicière. « C'est une maison qui a beaucoup de caractère, Ker-Havel, n'est-ce pas? On dirait qu'elle a une voix. » La femme cessa de peser ses légumes, son visage se fermant comme une huître. « Une maison, c'est des pierres, mademoiselle. Les pierres ne parlent pas, c'est le vent. Ici, il faut s'habituer au vent. » Son ton était sans appel, le sujet était clos. Le murmure devenait de plus en plus personnel, de plus en plus insidieux. Léa commença à entendre des bribes de phrases noyées dans le grondement de l'eau, des mots dans un français ancien, presque méconnaissable. Et parfois, pire encore, elle entendait son propre nom. Léa, soupirée par une myriade de voix aqueuses, un appel qui semblait monter des fondations. Le sommeil la fuyait. Elle passait ses nuits à écouter, les yeux grands ouverts dans le noir, son corps raidi à chaque craquement, à chaque soupir de la maison. Elle se sentait observée,
non pas par une présence dans la pièce, mais par la maison tout entière. Les murs étaient des peaux, les fenêtres des yeux, et le murmure son souffle. La paranoïa s'installait. Les ombres dansaient dans les coins de sa vision. Un courant d'air sur sa nuque la faisait sursauter. La frontière entre le réel et l'imaginaire s'effritait, érodée par le flux et le reflux constant de l'angoisse. Elle aurait dû partir, faire ses valises, claquer la porte et ne jamais se retourner. N'importe qui de sensé l'aurait fait. Mais elle était piégée, pas par des chaînes, mais par une sorte de fascination morbide. Elle devait comprendre, elle devait savoir ce qu'était la chambre de l'estran. Le secret était là, derrière cette porte, elle le sentait au plus profond de son être. C'était la clé de tout, de la folie qui la guettait ou de sa libération. La météo annonça une tempête, accompagnée d'une marée d'équinoxe, l'une des plus fortes de l'année. La veille du phénomène, un calme étrange, presque surnaturel, s'abattit sur la côte. La mer était d'huile, le ciel d'un gris laiteux et uniforme, pas un souffle de vent. Le silence était total, absolu, un silence si dense qu'il en était oppressant. Léa savait que c'était le calme avant le déchaînement. C'était ce soir-là qu'elle devait agir. Fouillant frénétiquement dans les affaires de sa grand-tante, elle trouva enfin, accrochée à un clou derrière un vieux tableau représentant un naufrage, une énorme clé en fer forgé, rongée par la rouille. Elle était froide, lourde dans sa main, la clé de la cave, la clé de la chambre de l'estran. À la tombée de la nuit, le vent se leva brutalement et la pluie commença à s'abattre en rafales contre les vitres. La mer, qui avait été si calme, se mit à rugir. Le murmure revint, mais cette fois, il n'avait rien de mélancolique. Il était puissant, assourdissant, un chœur de milliers de voix hurlantes qui semblaient vouloir faire éclater les murs de la maison. Léa sentait les vibrations jusque dans ses os. C'était maintenant ou jamais. Armée d'une lampe torche à la lumière vacillante, elle descendit au rez-de-chaussée. Le bruit était si fort qu'elle avait l'impression de se trouver au cœur d'une cathédrale où une foule enragée chantait une messe noire. Elle engagea la clé dans la serrure. Le mécanisme protesta dans un grincement métallique atroce, mais finit par céder. Le verrou glissa. Léa tira la lourde porte vers elle. Une odeur la frappa instantanément. Une puanteur insoutenable de sel, de vase et de décomposition. Une odeur de fond marin exposé à l'air libre. Un courant d'air glacial et humide lui glaça le visage. Le faisceau de sa lampe révéla un escalier de pierre étroit et abrupt qui plongeait dans les ténèbres. Les murs suintaient, couverts d'une fine couche d'algues sombres et glissantes. Le son venait d'en bas, c'était sa source. Chaque marche qu'elle descendait le rendait plus clair, plus défini. Ce n'étaient pas des murmures, c'étaient des voix qui se lamentaient, qui suppliaient, qui racontaient en boucle les derniers instants de leur vie. Des voix de marins, de pêcheurs, d'enfants, de femmes qui attendaient sur le rivage. Toutes les âmes que cette côte avait volées au fil des siècles étaient là, piégées dans la gorge de pierre de la maison. Elle arriva en bas. Ses pieds firent floc en touchant le sol. Il y avait déjà plusieurs centimètres d'eau. La pièce était une crypte de pierres brutes, sans fenêtre. L'eau de mer s'infiltrait de partout, jaillissant par des fissures dans les murs, bouillonnant par le sol. C'était la marée qui envahissait la chambre. Et dans l'eau, quelque chose bougeait. Pas une créature, pas une forme solide.
Le faisceau de sa lampe balaya la surface de l'eau noire et agitée. Des visages apparaissaient et disparaissaient dans les remous. Des visages pâles, aux yeux vides, aux bouches ouvertes dans un cri silencieux. Il la regardait, il la connaissait. C'étaient les visages de ses propres ancêtres, ceux qui avaient vécu et étaient morts ici face à cet océan. Et puis d'autres visages, des inconnus. Et enfin, terrifiante apothéose, le reflet de son propre visage, mais déformé par l'agonie, les traits tirés, la peau bleutée. Le murmure n'était plus autour d'elle, il était en elle. Les voix parlaient dans sa tête, lui montraient leurs souvenirs. Le froid glacial de l'eau, les poumons qui brûlent, la lutte désespérée contre les vagues, et enfin l'abandon, la lente descente dans l'obscurité silencieuse. Elle sentait tout, leur peur, leur désespoir, leur solitude éternelle. L'eau montait vite, lui arrivant maintenant aux genoux. Elle était froide comme la mort. Elle sentait des contacts immatériels sur ses jambes, comme des mains d'algues qui cherchaient à l'agripper, à la tirer vers le bas, à l'ajouter à leur cœur. « Reste avec nous, Léa. Tu es de la mer, toi aussi. Ta musique est la nôtre. » La maison ne faisait qu'un avec l'océan. Elle était un piège, un tombeau qui se remplissait à chaque grande marée pour communier avec ses morts. Adèle avait réussi à y vivre en respectant la règle, ne jamais descendre. Mais Léa, dans sa quête de compréhension, avait rompu le pacte. Une vague plus forte que les autres s'engouffra dans la pièce, faisant monter le niveau de l'eau jusqu'à sa taille. La lampe torche lui glissa des mains et s'éteignit en grésillant. L'obscurité totale, le noir absolu, peuplé seulement par le son infernal et les contacts glacés sur sa peau. La panique, pure et animale, la submergea enfin. Elle hurla, mais son cri fut avalé par la cacophonie des voix. Se débattant contre le courant qui la tirait, elle retrouva à tâtons le bas de l'escalier et commença à remonter, marche après marche, luttant contre la force de l'eau qui semblait vouloir la retenir. Elle se hissa hors de la cave, trempée, glacée, au bord de l'hystérie. D'un effort surhumain, elle réussit à refermer la lourde porte de chêne, à faire tourner la clé dans la serrure. Le vacarme fut instantanément étouffé, redevenant un grondement sourd et lointain derrière le bois. Elle resta là, effondrée sur le sol du couloir, tremblant de tous ses membres, le cliquetis de ses dents couvrant presque le bruit de la tempête au dehors. Elle avait vu, elle avait entendu, elle avait compris. Cair-Havel n'était pas une maison, c'était une oreille et une bouche. L'histoire de Léa s'arrête ici. On ne sait pas si elle est partie au petit matin, laissant la maison au vent et aux marées. On ne sait pas si elle est restée, attendant la prochaine complainte de l'océan, devenue la gardienne silencieuse de ce cœur de noyé. Peut-être, parfois, joue-t-elle encore de son violoncelle, non plus pour elle, mais pour eux, ajoutant sa propre mélancolie à la leur. Et maintenant, c'est à votre tour. L'histoire est terminée, le silence revient. Mais écoutez bien, écoutez attentivement le silence qui vous entoure. Ce n'est jamais un vide parfait, n'est-ce pas? Il y a toujours un petit bruit, le bourdonnement d'un appareil électrique, le craquement d'un meuble, le souffle lointain du vent. Ou peut-être autre chose. Nous sommes tous faits d'eau, après tout. Nous portons tous en nous la mémoire d'un océan primordial. Alors, ce soir, avant de dormir, quand tout sera calme, tendez l'oreille.
Si vous entendez un murmure très bas, presque imperceptible, qui semble venir des murs, ne vous dites pas que c'est la tuyauterie. C'est juste la marée qui monte en vous. Bonne nuit. Et voilà, 3 histoires qui, j'en suis sûr, ne te laisseront pas dormir cette nuit. Si tu veux encore frissonner dans l'ombre avec moi, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et surtout écris un commentaire pour me dire laquelle de ces histoires t'a le plus glacé le sang. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oublie qu'à, dans le noir, certaines ombres ne dorment jamais. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle descente dans les ténèbres.